Bonjour à tous, je suis le professeur Catebra du service de médecine interne du CHU de Saint-Étienne et je vais vous présenter notre activité dans le cadre des maladies rares assez rapidement. La médecine interne, c'est une spécialité qui balaye très large, à la fois du côté de la médecine polyvalente, de la prise en charge des polypathologies quand les gens ont plusieurs maladies. Ça s'occupe aussi de diagnostics difficiles quand les patients présentent des symptômes qui n'orientent pas directement vers une pathologie relevant d'une spécialité clairement définie. Et puis, c'est aussi une médecine de recours pour certaines maladies rares, en particulier les maladies qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'elles touchent plusieurs organes et que leur mécanisme est variable, mais souvent un mécanisme de nature immunologique ou inflammatoire. Alors, à ce titre, le service de médecine interne est associé à plusieurs filières de maladies rares, ce qui rend absolument impossible de présenter une maladie ou même un petit groupe de maladies qui reflèterait notre activité spécifiquement. Plusieurs filières maladies rares, essentiellement dans le champ de ce qu'il est convenu l'immunologie clinique, c'est-à-dire des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Ces filières, c'est la filière FAI2R, dont vous a déjà parlé pour le volet pédiatrique le professeur Stéphane, et c'est un petit peu le même genre de maladie que les pédiatres que l'on va prendre en charge dans le cadre de cette filière, on va y revenir, mais nous sommes aussi affiliés à la filière MARI, des maladies immuno-hématologiques rares, et particulièrement sur une question qui est celle de ce qu'on appelle les cytopénies auto-immunes, c'est-à-dire des anémies auto-immunes ou des thrombopénies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies caractérisées par une diminution importante des plaquettes dans le sang avec un risque hémorragique. Donc ça, c'est un autre volet. Et puis aussi un autre volet dont vous a pas parlé le professeur Stéphane et qui en est quand même aussi, qui participe aussi à la filière MCGRE, c'est-à-dire celle des maladies constitutionnelles rares du globule rouge et de l'érythropoïèse, en particulier pour les maladies comme la drépanocytose et les thalassémies, par exemple. Toutes ces maladies des globules rouges qui sont des maladies congénitales, constitutionnelles, liées à des mutations génétiques. Alors, pardon. Une particularité aussi de la filière FAI2R, c'est que chaque centre de compétences est relié à plusieurs centres de référence. Donc, je les ai cités ici. Il y a des centres de référence d'adultes et des centres de référence pédiatriques. Et c'est la même chose pour la filière MARI. Donc, dans le cadre de la filière MARI des maladies immuno-hématologiques rares, nous sommes surtout affiliés au centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Docteur Catebra, excusez-moi de vous couper. Les diapositives ne passent pas. On est resté bloqué à la première diapositive. Ah, comment c'est possible ça? Je ne sais pas trop quoi faire. Votre partage d'écran est en pause. Alors, refaites le partage d'écran. Tu dis du tout. Donc là. Et donc là, activez la modification. À quel endroit? En haut, là, vous avez une barre jaune. Moi, je ne vois pas de barre jaune. Non. Ah si, pardon, activer la modification. Ah oui, c'est ça le problème. Alors là, on a perdu le… Tout fait perdre là. Bon, je recommence. Essayez de lancer le diaporama. Pascal, il faut partager ton diaporama sans le mettre en plein écran. Bon, d'accord. C'est comme ça que je m'en suis sorti tout à l'heure, Jean-Philippe. D'accord, ok. Merci, professeur. Bon, alors, écran partagé, je ne le mets pas en plein écran. Est-ce que comme ça marche? Alors, faites passer à la diapositive suivante. Réduis peut-être ta colonne tout à gauche pour qu'on ne voit pas toutes tes diapos. Ouais, enfin ça, c'est pas le problème. Mais par contre, moi, j'ai du mal à les passer, les diapos. Là, elles avancent. Cliques dessus. Ben non, mais justement, ça ne marche pas comme ça. Tu cliques à gauche sur tes diapos pour passer à la suivante. Obligé. Ah, c'est bon, là. Oui. Voilà. Mais réduis peut-être ça pour qu'on ait un peu plus d'images.
Oui, Voilà. Parfait. super. Merci, Bon, professeur. désolé. Désolé. Donc, le problème, c'est pour la médecine interne, beaucoup de maladies, beaucoup de filières, beaucoup de centres de référence pour chacune des filières. Donc là, j'en étais essentiellement à la filière Marie et à ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire le centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte, ces problématiques hématologiques, c'est-à-dire des maladies du sang, hein, qui sont des maladies du sang non malignes. C'est pour ça qu'elles sont rarement traitées par les hématologistes et plus souvent par nous, qui sont la diminution importante du nombre de globules rouges par destruction d'origine auto-immune de ces globules rouges, qu'on appelle les anémies hémolytiques auto-immunes, et les thrombopénies auto-immunes, qui sont des maladies relativement fréquentes avec une diminution des plaquettes qui entraîne un risque hémorragique et qui, là aussi, sont liées à des anticorps, pour simplifier, contre les plaquettes. Il y a aussi dans le centre Marie un certain nombre d'autres maladies qu'on prend en charge en coordination avec les centres de référence, mais sans être pour autant officiellement un centre de compétences pour ces pathologies-là. Il y a aussi donc dans la filière des maladies constitutionnelles du globule rouge, essentiellement la prise en charge chez nous de la drépanocytose. Le centre est en fait un centre de compétences géré par le professeur Stéphane et nous sommes le volet adulte de cette prise en charge de cette maladie rare qui peut être très sévère, très grave, entraîner ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives avec des douleurs importantes qui commencent habituellement dans l'enfance et qui nécessitent fréquemment des hospitalisations, des traitements au long cours et qui peuvent entraîner un certain nombre de complications respiratoires, cardiaques, cérébrales ou autres. Alors, filière essentiellement maladies auto-immunes et maladies auto-inflammatoires. Donc, le professeur Stéphane vous a déjà dit de quoi il s'agissait quand on parlait d'auto-immunité, soit de production d'anticorps, soit d'autres cellules de l'immunité qui se retournent contre certains constituants des cellules ou des organes et qui vont donc entraîner des désordres dans différents organes, que ce soit la peau, les articulations, les reins, les vaisseaux, les glandes salivaires, le cœur, etc. Donc, ce sont des maladies systémiques dans le sens où elles vont toucher souvent plusieurs de ces organes. Elles sont très nombreuses. Le professeur Stéphane vous a dit que beaucoup n'étaient pas très rares, en particulier les maladies auto-immunes dites spécifiques d'organes. Mais nous nous intéressons essentiellement aux maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, comme le lupus, par exemple. Ces maladies évoluent de façon chronique et souvent elles évoluent par poussée. Hein. C'est le cas par exemple du lupus et il y a beaucoup de traitements possibles à opposer à ces pathologies. D'abord la corticothérapie et puis d'autres choses. Par exemple pour le lupus, une molécule très à la mode depuis le Covid mais qui nous est précieuse pour nos malades qui s'appelle le plaquenil ou hydroxychloroquine et aussi des immunosuppresseurs de toutes sortes. Alors, pour donner une idée du nombre de pathologies, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans le cadre de cette filière-là. Alors, en gros, il y a deux grands types là, dans toutes ces maladies. Il y a des maladies qui sont un peu ce qu'on appelle les connectivites, dont l'exemple typique est le lupus systémique, une maladie qui peut toucher plein d'organes, et d'autre part, des maladies qui s'appellent des vascularites. Et là aussi, il y en a beaucoup de sortes. Elles sont aussi très différentes. Il y a ce qu'on appelle les vascularites en cas, par exemple la maladie de Wegener, et les vascularites des gros vaisseaux qu'on appelle la maladie de Horton ou la pseudopolyarthrite rhizomélique, qui sont des maladies pas si rares que ça. Il y a aussi, dans le cadre des connectivites, la sclérodermie, la maladie de Gougerot-Sjögren. Alors ça, on va prendre cet exemple-là de maladie auto-immune qui fait partie donc des connectivites, des maladies où il y a des anticorps antinucléaires qui sont bien sûr retrouvés dans toutes les autres connectivites et qui ont des types un petit peu différents en fonction de la maladie en question. Donc, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Gougerot-Sjögren qui nous intéresse particulièrement et sur lequel on travaille un peu plus particulièrement dans notre service? C'est une maladie qui touche essentiellement les femmes à partir
c'est très variable, mais l'âge moyen de découverte est plutôt autour de 50 ans, comme pas mal de maladies auto-immunes, comme des maladies assez fréquentes comme la polyarthrite rhumatoïde. Et cette maladie se caractérise par une atteinte des glandes exocrines, c'est-à-dire qui permettent la sécrétion, par exemple, de la salive et la sécrétion des larmes. Et c'est pourquoi cette maladie se caractérise de façon constante par une sécheresse buccale et oculaire qui peut poser pas mal de problèmes aux patientes, difficiles à traiter, difficiles à soulager. Et de temps en temps, cette maladie qui est quand même souvent assez indolente, pas très méchante en dehors de la sécheresse, mais qui entraîne quand même assez fréquemment de la fatigue et quelques douleurs, cette maladie peut parfois se compliquer de choses beaucoup plus graves en touchant d'autres organes, peut entraîner du purpura sur la peau, peut entraîner une atteinte rénale, peut entraîner un rhumatisme inflammatoire, peut entraîner une atteinte pulmonaire. Et cette maladie a pour particularité aussi d'être une maladie. Il y a aussi le système nerveux périphérique qui peut être atteint, les muscles avec des myosites. Et puis cette maladie, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va augmenter dans certains cas le risque d'un lymphome, c'est-à-dire d'une pathologie maligne, cette fois cancéreuse, d'un lymphome de type B, qui est favorisé par l'évolution longue de cette maladie et dans certaines formes. Heureusement, ça ne touche qu'une petite partie quand même des gens qui en sont atteints. Ensuite, il y a les maladies auto-inflammatoires qui, le professeur Stéphane vous en a parlé aussi tout à l'heure, qui impliquent l'immunité dite innée, qui en fait est capable de s'emballer d'une certaine façon, de ne pas s'éteindre. L'immunité innée, c'est très important pour se défendre contre les microbes, par exemple, mais là, une fois qu'elle est allumée, par exemple par un contact infectieux, elle a du mal à s'éteindre et va donc s'exprimer souvent sous la forme de fièvre, d'accès de fièvre qui peuvent être brefs, qui peuvent être prolongés, avec parfois d'autres symptômes, des symptômes sur la peau comme de l'urticaire, des aftes, de la polyarthrite, des atteintes articulaires et un certain nombre d'autres choses plus ou moins sévères. Ce sont des maladies génétiques pour la plupart. On en découvre très régulièrement grâce au progrès de la génétique. Il ne passe pas un mois sans qu'on identifie une de ces nouvelles maladies qui permettent probablement d'expliquer un certain nombre de situations de patients qui avaient des accès de fièvre, qui étaient explorés négativement, on cherchait des infections, on ne les trouvait pas, puis ça finissait par rentrer dans l'ordre. J'ai pris un exemple, bon, là, c'est la liste aussi de ces maladies qui vont finir par pour certaines d'entre elles au moins, créer une complication lorsqu'elles ne sont pas traitées et prises en charge qui s'appelle l'amylose inflammatoire, qui est une maladie qui va s'exprimer essentiellement par des dépôts dans les reins et entraîner une protéinurie abondante, beaucoup d'albumine dans les urines et une insuffisance rénale à long terme. Alors, je prends juste un exemple encore d'une maladie auto-inflammatoire. La plus fréquente maladie auto-inflammatoire génétique s'appelle la fièvre méditerranéenne familiale. C'est une maladie génétique de transmission autosomique récessive. On la découvre généralement dans l'enfance. C'est une maladie qui est caractérisée par des épisodes de fièvre de 2 à 3 jours au maximum, avec des douleurs dans la poitrine, des douleurs abdominales, parfois des douleurs articulaires, parfois des lésions cutanées, parfois des myalgies prolongées. On sait que cette maladie, on peut découvrir, elle est plus fréquente dans les populations du pourtour méditerranéen et aussi chez les populations d'origine arménienne. C'est une pathologie qu'il faut savoir diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'elle est très sensible, dans l'immense majorité des cas, à un médicament très simple et qui ne coûte rien, qui s'appelle la colchicine, qui est un médicament anti-inflammatoire qu'on utilise par exemple dans la goutte et qui va permettre de diminuer la fréquence des accès, donc d'améliorer beaucoup la qualité de vie des patients, mais aussi de prévenir ce risque d'amylose inflammatoire qui, à long terme, pourrait entraîner une insuffisance rénale terminale. Alors, comment se place le centre de compétences dans le cadre de ces filières maladies rares? Bien sûr, comme pour tous les autres, on sait qu'on a un lien avec les centres de référence qui vont publier des choses, qui vont nous aider à mettre au point des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, les fameux PNDS. Il en existe pour la plupart, enfin, pour une bonne partie des maladies qui relèvent de notre compétence, ces centres, les FI2R par exemple, a émis des recommandations pour les patients atteints de maladies auto-immunes et auto-inflammatoires
en période de Covid-19 a permis de faire des études sur la sécurité des vaccinations et leur efficacité dans cette population en général, sauf chez des gens qui ont certains types d'immunosuppresseurs qui les rendent plus à risque. On peut aussi, comme ça a été certainement dit dans toutes les autres situations, participer à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour les patients les plus complexes, où on peut discuter avec les experts des centres de référence et d'autres praticiens, d'autres praticiens très spécialisés qui vont nous aider. Et pour finir, je voulais juste vous dire que dans le cadre du centre de compétences, on mène un certain nombre d'études et particulièrement, par exemple, cette étude sur l'impact pronostic des anticorps de type IgE et anti-SSA-SSB dans le cadre du syndrome de Goutte-Rouge-Sjogren, cette étude qu'on mène ici et qui s'appelle l'étude I-GET-DRY. Et pour terminer, je vous montre un petit peu le trombinoscope des médecins du service. Et je vous remercie.